Donc, je suis Éric Bonnem. Bon, déjà, je vous remercie d'être là ce soir à 18h30 d'ailleurs, donc avec une demi-heure de décalage avec nos habitudes. Donc, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Donc, pour ma part, je suis Éric Bonnem, fondateur de Secret Planet, un tour opérateur donc basé à Lyon, spécialisé donc dans les expéditions en haute altitude et polaire avec Expedition Unlimited, le trek et le voyage d'aventure avec Tamera et les voyages pour la préservation de la biodiversité avec Saïga. Donc, bienvenue à cette webconférence pour un entretien donc avec Jérôme Brisbourg. Jérôme que nous avons eu la chance de connaître lorsqu'il a abordé donc les expéditions polaires dans son grand projet de Grand Chelem des explorateurs. Alors, un petit rappel sur ce qu'est le Grand Chelem des explorateurs. En fait, c'est la combinaison de ce qu'on appelle les Seven Summits du pôle Nord et du pôle Sud en expédition. Alors, les Seven Summits, c'est en fait le sommet le plus haut des 7 continents de la planète. Et donc, par ordre de difficulté, on va dire l'Everest en Asie, le Denali, le McKinley, donc qui s'appelle maintenant le Denali, donc en Alaska, en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, on a l'Aconcagua. En Afrique, on a le Kilimandjaro. En Europe, on a l'Elbrus et non pas le Mont Blanc. Certains pensent que c'est le Mont Blanc, mais c'est l'Elbrus qui est le plus haut sommet donc de l'Europe. Et puis enfin, en Océanie, donc en Papouasie indonésienne, c'est la pyramide Carstens. Voilà, donc Jérôme, on est très heureux de t'accueillir ce soir. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, confiné puisqu'en région parisienne, ou semi-confiné, enfin je ne sais pas trop comment il faut qualifier. Donc du coup, j'espère que ça nous apportera un peu de voyage et de grands espaces. Écoute, avec ce que j'ai pu voir jusque-là, je pense qu'effectivement, on va être servi ce soir. Merci de noter que dans 15 jours, d'ailleurs, c'est mon collègue Jérôme, donc en charge de l'Asie du Sud-Est, qui recevra Tanguy Golier, donc qui a fait un long périple le long du Gange et qui vous racontera donc son aventure. Ce qu'on a fait, c'est que, un peu comme on en a l'habitude désormais, on a enregistré cet entretien donc avec Jérôme pour éviter les problèmes techniques, vous voyez, que l'on peut connaître dans le direct, et puis pour monter quelques images. Nous allons passer cet entretien et vous pourrez poser à Jérôme toutes les questions que vous voulez pendant cette vidéo. Et donc, je me ferai un plaisir d'y répondre et de poser donc toutes les questions à Jérôme en fin après donc cette vidéo. Donc, je vous dis à tout à l'heure et allons-y pour cet entretien donc avec Jérôme. J'ai 48 ans, marié, 2 filles, donc une de 13 ans, une de 15 ans. Je vis en région parisienne. Et puis, à titre professionnel, je suis co-gérant d'une société de formation. On fait de la formation en management leadership et en performance commerciale. En fait, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est identifier les meilleures pratiques dans des domaines d'excellence, que sont le sport, les médias, la gastronomie, l'aventure, la danse, et voir en quoi ça peut inspirer les managers ou les commerciaux que l'on forme. Donc, on procède par analogie. À chaque fois dans les formations, on amène les participants à explorer et découvrir ces bonnes pratiques et voir ce qu'ils peuvent réutiliser dans leur quotidien. Donc, c'est vrai que ça nous amène à interviewer, rencontrer des sportifs de haut niveau, des aventuriers, et donc apprendre d'eux. Donc, que proposer bien sûr pour l'entreprise. Et puis moi, ça fait des apprentissages et des sources de projets aussi et de motivation pour moi à titre personnel. Ouais. Je suis originaire de Bordeaux. Donc, Bordeaux n'est pas réputé pour ses hauts sommets, plutôt pour ses grands vins. Et puis, tout jeune, en fait, moi, je me destinais plutôt à une carrière de footballeur professionnel. J'étais pendant 5 ans au centre de formation là, au Girondin de Bordeaux. Donc, le centre de formation a pour objectif de former les futurs professionnels de foot. J'avais un contrat moral avec mes parents qui était de oui, tu continues le foot si tu travailles bien à l'école. C'était pas, eux, ils n'étaient pas pour tout miser sur le foot et finalement, ils ont peut-être bien fait, je ne sais pas.
Et donc, après, moi, je me suis retrouvé à l'âge de 19 ans. Tu n'as pas ta place. Hein, c'est-à-dire que tu es bon, mais tu n'es pas très bon ou tu n'es pas excellent. Et donc là, tu te dis, c'est pas là que je vais faire ma carrière. Finalement, avec le recul, tu te rends compte que c'est une vraie source d'apprentissage et qui sert dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les expéditions. Moi, j'ai appris le goût de l'effort, la gestion de l'énergie, de la préparation mentale pour te mettre à ton meilleur niveau de performance. J'ai appris aussi l'engagement. Tu vois, ce qui m'a manqué quand j'ai arrêté, c'était entre guillemets l'intensité de vie que tu as voilà, quand tu rentres dans un stade, qu'il y a des spectateurs, qu'il faut gagner, etc., que tu t'engages à fond pendant 90 minutes. En fait, ça a plutôt commencé par des lectures ou voilà, des émissions qu'on a pu tous voir. Tu vois, moi, je pense tu vois, l'ascension de l'Everest par Pierre Mazot, après tous les reportages qui ont été faits sur Jean-Loup Etienne quand il a été au pôle Nord. Moi, j'avais lu aussi des bouquins sur comment la découverte des pôles, donc les célèbres courses que tu avais entre les grands pionniers. Donc, quelque part, tu vois, ça m'inspirait, ça me donnait envie. Et puis, adolescent, je me suis dit véritablement, tiens, j'aimerais bien mettre mes pieds, moi, à l'Everest pour voir concrètement comment c'est au pôle Nord, au pôle Sud, aussi, pourquoi pas, traverser l'Atlantique, des choses comme ça. Mais tu vois, le vivre physiquement, puis c'était juste un rêve. Et puis, après mes études, j'ai rencontré ma future femme et ensemble, ça a démarré avec l'ascension du Mont Blanc. C'était en 2002. Donc, écoute, j'avais quasiment la trentaine. Et on a fait un stage Mont Blanc, hein, le truc le plus classique, avec juste quand même une personnalité qui me suivra, puisque c'était avec Bernard Muller. Mais ça, je ne le savais pas, je ne le connaissais pas. Hein, Bernard, hein, c'est lui qui organisait ça. Et puis voilà, on a fait le Mont Blanc. On a eu la chance des débutants, on va dire, puisque après notre semaine de préparation, le vendredi, on monte comment au refuge du goûter. Samedi matin, on est au sommet du Mont Blanc, on fait la photo, on redescend. Enfin bon, bref, la montagne facile, quoi, comme dans les rêves. Mais la vraie découverte de l'alpinisme, c'est le Mont Blanc en 2002. Et donc, il n'y avait aucune intention à ce moment-là, si tu veux, d'enchaîner sur les Seven Summits ou le Grand Slam, puisque c'était des challenges que je connaissais absolument pas. Hein, ça s'est construit au fur et à mesure des rencontres, mais aussi de l'initiation, de découverte de mes capacités, du fait que j'étais bien dans ce milieu-là, ça me plaisait beaucoup. Et donc, ça m'a donné envie d'aller plus haut et plus loin, en fait, en l'occurrence. Et donc après, on a enchaîné sur le Kilimanjaro. Donc on s'était fait, on n'avait pas encore les filles à cette époque, donc on s'était fait un certain nombre de défis, tu vois, comme faire du parapente, du rafting et des choses comme ça. Et puis là, on a découvert le Mont Blanc et on s'est dit, on va essayer d'aller plus haut, euh, avec notre niveau, bien sûr, de l'époque. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a aucun niveau en alpinisme, il faut bien le reconnaître. Et donc on s'est attaqué au Kilimanjaro et qu'on avait fait entre Noël et Premier de l'An, tu vois, comme ça se règle dans une semaine. Et voilà, et donc là, c'était superbe. Il avait neigé la veille du jour du sommet, donc on a vu les neiges du Kilimanjaro, pas les neiges éternelles, mais celles qui venaient juste de tomber. Et donc nous, avec Sophie, donc avec ma femme, on était vraiment très, très heureux. Voilà, et puis finalement, on est monté quasiment à 5900 mètres, ce qui est quand même exceptionnel, sachant que tu passes en 4 jours de 2000 mètres à quasiment 6000. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on a réussi à le faire. Donc, finalement, tu apprends aussi que ton corps, il peut monter si haut alors que ça paraissait un infranchissable. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et après, moi, j'ai voulu aller plus haut encore. C'est-à-dire que j'ai fait comment ma petite crise de la trentaine. Tu vois, il y a la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. C'est vrai que voilà, j'avais un boulot, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvé confronté avec qu'est-ce que je veux faire d'important dans ma vie. Donc, j'avais rencontré une coach à l'époque parce que je commençais à m'ennuyer dans le boulot pour essayer de redéfinir un projet professionnel. Puis je me rappelle, elle s'appelle Sylvie, elle me dit, oh là là, mais on ne définit jamais un projet professionnel si ça ne s'inscrit pas dans un projet de vie. Alors là, c'est quoi un projet de vie? Tu as 30 ans, tu sais, un projet de vie, tu te dis, on n'a pas d'enfants encore, donc on va avoir des enfants, on est locataire, peut-être un jour on voudrait acheter. Tu vois, c'est ça ton projet de vie, tu n'as pas encore. Et elle m'a fait un exercice qui est très intéressant, qui s'appelle la lettre du vieux sage. En fait, elle te dit, voilà, elle te projette sur ton dernier jour de vie. Tu sais que tu vas mourir demain. Tu te retournes sur ta vie et tu es fier de quoi?
Voilà. Et puis après, tu remplis ce que tu veux. C'est d'avoir fait ci, d'avoir découvert ça, d'avoir rencontré qui, etc. C'est toi qui continues donc l'exercice. Donc voilà, tu te retournes sur ton existence, là, quel que soit l'âge que tu as, et tu es fier de quoi. Donc je lui avais fait une liste comme ça, en disant ben, j'ai fait ça, j'ai rencontré ci, machin, etc., etc. Je sais que sa première réaction, ça a été de dire ah, mais vous comptez vivre 150 ans, vous il va peut-être falloir faire le tri. Euh, donc, ça a été l'exercice le plus difficile, c'est de commencer à faire le tri. Et là, j'avais noté effectivement que à cet âge-là, ce qui me paraissait important, c'est vraiment d'aller mettre mes pieds sur l'Everest, le pôle Nord et le pôle Sud. Donc, sans savoir que ça s'appelait les trois pôles du reste. Mais en fait, déjà, elle m'a commencé à me dire, mais pourquoi vous voulez faire ce truc-là, vous? Donc, il y a déjà la question du pourquoi. Et puis après, elle m'a dit, ben, comment on le rend possible? J'ai eu une discussion un peu musclée avec ma femme parce que moi, j'étais prêt à faire l'Everest le lendemain, tu vois. Donc, j'avais juste fait le Kilimanjaro, que le lendemain, je faisais l'Everest. Elle m'a dit, t'es un petit peu fou là. Parce que tu sais, quand tu lis les livres que tu trouves partout, on te parle toujours de ceux qui ont réussi l'Everest et ça paraît presque facile en fait, hein. Et donc, moi, j'avais lu ces livres-là et je me dis, bah, avec un peu de préparation, de mental et tout, pas de problème, je fais l'Everest. Donc, elle m'a dit, ce serait quand même pas mal d'y aller par étapes. Elle a eu bien raison. Et donc là, ce que j'ai enchaîné avec cette vision de l'Everest, ben, j'ai enchaîné un certain nombre d'expéditions avant d'arriver à l'Everest. On est en 2004, tu vois, quand on a fait le Kilimanjaro. J'ai enchaîné j'ai passé 15 jours en Équateur. L'avantage de l'Équateur, c'est que tu peux faire l'allée des volcans. Là, tu peux te faire 5 sommets en 15 jours. Donc, tu t'acclimates, tu redescends à l'hôtel une fois que tu as fait ton truc, tu remontes et tout. Donc là, on a sur l'ensemble de ces 5, bon, tu as le Cayambe qui est à 5002, je crois, tu as le Cotopaxi qui est à 5009, et puis tu as le Chimborazo à 6004. En fait, on a réussi que le Cotopaxi à 5009. Cayambe, il y avait trop de vent, donc on n'est pas sorti du refuge. Et puis le Chimborazo, il y avait de la glace vive. Donc là, du coup, vu le niveau qu'on avait, le guide a dit, on redescend, on ne va pas prendre de risques. Mais bon, moi, j'étais content parce que bah, c'est une première expérimentation. Et après, ça m'a amené en 2007 à faire ma première vraie expédition. C'est le Kun en Inde, un 7000 mètres. Et donc, je sais que j'hésitais entre le Pic Lénine et puis le Kun. Et on m'avait recommandé de faire le Kun pour le trek d'approche, en fait. Super sauvage et tout. Tu as 7 jours là où tu es perdu, etc. Et donc là, on était vraiment en logique d'expédition puisque tu pars 4 semaines. Voilà, tu as le trek, tu as le camp de base, tu as les camps d'acclimatation, etc. Et bon, on l'a réussi, hein, conditions magnifiques. On était 10, on est 9 au sommet. Et c'est surtout là que j'ai rencontré finalement la future équipe avec qui j'irai donc à l'Everest quelques années plus tard. Donc, ils avaient aussi ce projet. Donc, tu vois, là, on arrive à 7000 mètres, hein. Moi, jusque-là, j'étais arrivé à 6000. Là, on attaque 7000. Bon, ça marche. On était tous des amateurs avec un métier. Donc, tu ne dis pas le mois prochain, on va tenter autre chose. Tu dis, bon, ben, dans 2 ans, on tente autre chose. Tu vois, c'est passé 2 ans quand même. Et 2 ans après, on s'est dit, ben, maintenant qu'on a fait 7000, on va taper 8000. Ah, et donc, on a visé le Gasherbrum 2, qui est au programme, je crois, de Expedition Unlimited, j'ai vu. Gasherbrum 2, donc on a tenté en 2007. Donc là, ça a été un petit peu l'expédition catastrophe, hein, puisque bah, les planètes ne se sont pas vraiment alignées. Tu sais, ça commence comme ça, tu enregistres tous les sacs et puis tu arrives à Islamabad, il manque un sac, c'est le tien. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, pas mon sac, hein, donc j'ai pas mes affaires. En fait, le sac, ils n'avaient pas mis l'étiquette, il était revenu à la maison. Donc le temps qu'il arrive et tout. Puis après, tu as une succession de petits faits comme ça qui t'amènent au fait que ce n'était pas le bon moment, quoi. Donc, belle expérience, puisque là, bah, tu te trouves dans un camp de base, tu es sur une logique d'expédition. On devait tenter le sommet. Alors, en plus, tu as tout qui s'aligne, hein. C'est-à-dire que tu veux tenter le Gasherbrum 2, mais en fait, tu as le permis d'ascension pour le Gasherbrum 1, et ça, tu le découvres quand tu arrives au camp de base. Le Gasherbrum 1 est un petit peu plus difficile. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand on est arrivé au camp de base, on était en contact avec Mike Horn, puisque lui il essayait de faire les 4-8 000 qui sont au Pakistan, avec Jean Troillet aussi. Donc, enfin voilà, tu es dans une ambiance qui est avec les grands, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Donc, on a raté, bien sûr, le projet. En fait, on n'a pas tenté, hein. Peut-être on n'avait pas le niveau, c'est sûr. Et après, les conditions n'étaient pas là. Et donc, on s'est rabattu en 2007. Donc, c'était tous les 2 ans qu'on faisait notre projet. En 2009, sur le Moustagata. Donc, c'est un projet, je crois, que tu as fait aussi. Donc, avec cette idée de dire, bon, ben voilà,
on va au Mustagata parce que c'est déjà magnifique. Tu peux monter au sommet en ski de randonnée. Moi, je n'avais jamais fait de ski de randonnée, donc c'était une super expérience. Et puis de se dire comment on sera à 7005, hein, toujours avec cette idée d'avoir pour projet un jour de faire l'Everest. Donc on est tous montés au sommet à 7005. On est tous redescendus, on s'est tous checkés, ça va, tu étais comment là-haut, tu étais bien et tout ça. Et donc on s'est dit, on a le corps, en tout cas la capacité de monter plus haut, puisque sur l'Everest, tu commences à prendre de l'oxygène à 7007. C'est quasiment la même altitude. Donc on s'est dit, en termes de potentiel, voilà, le corps y suit. On a maintenant appris à s'acclimater, à y aller doucement et tout ça. On a cet apprentissage-là. Le corps est monté jusque-là. Donc si on ne fait pas de conneries, on devrait pouvoir refaire le truc. Voilà, et ça nous a amené au projet Everest en 2011. Et donc là, c'est à peu près la même équipe, hein. On était 7, donc 6 Français, 1 Suisse, et puis la même équipe, donc tu as la connaissance, hein, de tes coéquipiers en situation. Et sur les 7, on est 4 au sommet, en fait, donc ce qui est une superbe réalisation, puisque sur l'Everest, tu es plutôt entre 20 et 30% de taux de concrétisation. Donc voilà, on est parti par le Tibet, on est tous bien rentrés. La fenêtre météo était sur un jour, 3 quarts. Voilà, donc ça faisait quasiment 6 jours qu'on l'attendait au camp de base avancé à 6004. Donc toute journée que tu passes à 6004, autant te dire que mentalement c'est difficile parce que tu te dis que c'est une chance de moins pour le sommet. On était à 6004 et en fait les cordes fixes au-dessus de 8000 n'étaient pas installées. Et donc, tu as la fenêtre météo qui arrive. Je me rappelle encore de ces réunions que je faisais dans la tente messe là, du village, on va dire. Et puis le Chinois qui nous faisait parler. On était un peu en tour de table. Et donc, tu avais les météos du monde entier. Nous, on avait un routeur suisse. Bon, voilà, chacun s'exprime. Et puis lui, en dernier ressort, il ouvre son ordinateur et il dit il avait la météo de Lhasa. Nous, on avait la météo du monde entier, mais lui, il avait la météo de Lhasa. Il disait météo de Lhasa, pas bonne. Rendez-vous demain à 11h. C'est tout. Il parlait toujours et tu avais envie de dire, tu avais commencé par le dire parce que tu le savais que ta météo de la salle n'était pas bonne. Alors pourquoi nous faire parler? Parce que tu sais, tu as un phénomène d'autoconviction. Tu as les Américains qui ont parlé, puis toi, tu vas parler après, tu regardes ta météo, tu dis, ah ouais, ils ont peut-être raison, il y a une fenêtre météo dans 2 jours. Ah ouais, j'avais pas bien vu. Puis là, alors que tu disais qu'elle n'y était pas, tu dis, ouais, dans 2 jours. Bon, bref. Et donc, il nous annonce effectivement la fenêtre météo le 20 et 21 mai. C'est très précis dans ma mémoire parce que tu as à la fois, tu fais un ascenseur émotionnel. 20 et 21 mai, te dit c'est bon, la météo est là, tu la vois arriver, bien sûr, sur tes cartes. Et puis là, il commence à prendre la parole et il dit bon, il y a une règle du jeu. Bon, c'est quoi la règle du jeu? Le 20 mai, c'est les Chinois et le 21 mai, c'est le reste du monde. Et là, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que je te fais maintenant quantitativement, ils sont 15 les Chinois, x2 avec les Sherpas, ça fait 30. Nous, on était 80 internationaux, x2 avec les Sherpas, ça fait 160. Eux, ils ont un jour plein et nous, on avait 3 quarts de jour parce qu'à 4 heures de l'après-midi, on avait tous à peu près les mêmes infos. Retour du vent sur la montagne. Et donc, voilà, il faut rentrer. Enfin, en tout cas, il fallait être à l'abri. Et donc là, il te dit, le 20, c'est pour les Chinois, le 21 mai, donc pour le reste du monde. Super. Donc, tu rentres dans la tente messe et tu vas annoncer à toute ton équipe, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir tenter. La mauvaise, c'est qu'on va être tous au même moment sur la montagne parce que voilà la règle du jeu. Ce qui t'amène effectivement à te retrouver en situation de négocier à 8200 mètres. Alors, tu vois, moi, je fais des formations à la négociation, mais je n'avais jamais fait de la formation à 8200 mètres. Je ne sais pas si on a été bon, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Tu as les Russes. Alors, normalement, tu pars à 11h du soir. Hein. Tu es à 8200 mètres, tu pars à 11h du soir. Comme ça, tu arrives le lendemain matin, tranquillou, au lever du jour. Donc, les Russes sont partis à 5h30 d'après-midi. Et nous, on s'est dit, on préfère en fait la voie libre plutôt que voilà, des embouteillages potentiels, notamment sur les 3 ressous. Donc, on a pris la deuxième position 8h30 du soir. Et tu es suivi. Après, tu as les Allemands qui ont pris 9h, etc. Et tout le monde part toutes les demi-heures. Et en fait, on a été très vite. C'est-à-dire que nous, on est monté au sommet en 7h. Voilà. Donc, on a été champion du monde de la vitesse. Super. Donc, il faisait beau, c'était magnifique. Enfin, quand je te dis il faisait beau, c'est-à-dire que le temps était dégagé, c'était pleine lune, donc on y voyait sur la chaîne de l'Himalaya. Mais bon, tu arrives au sommet, il fait nuit, et puis tu te dis, le lever du jour, c'est dans 1 heure, et juste il fait moins de 30. Donc, tu te dis, on ne va pas finir par mourir ici, donc il faut rentrer. Donc, tu as cette joie d'y arriver, mais la frustration de ne pas voir ce pourquoi tu es venu, en fait.
n'es pas venu pour faire du tourisme, il faut se le dire, mais n'empêche que tu n'as pas la récompense, en fait. Et après, moi, j'étais particulièrement fatigué. Ça a été pour moi une limite, hein. Moi, j'ai touché une limite. Et c'est un truc, je ne suis pas rentré, c'est champagne, machin, tu rentres, tu dis waouh, peut-être que j'étais un peu loin et que je suis content d'être là, tu vois. Et voilà, donc la concrétisation de ce rêve, tu vois, en tout cas la conscience que j'ai eue de le concrétiser, c'est fait avec un peu de temps. Un peu de temps. Mais donc, du coup, après, là, voilà, je suis super content parce que je me suis dit, on y a été progressivement. Finalement, on a joué notre chance. On a appris ce qu'il fallait apprendre. Et quand on l'a tenté, on avait le niveau pour le faire. Voilà, on a été avec une bonne équipe de Sherpas. On avait été conseillé par un chef d'expédition français. Et donc, il nous avait donné une bonne stratégie d'acclimatation. On avait bien géré le truc. Donc, en fait, on avait juste fait tout ce qu'il fallait pour. Après, la question qui se pose, c'est la fenêtre météo qui était réduite, donc qui fait que par rapport à un plan idéal, tu n'es pas sur un plan idéal et donc il faut activer les choses. Donc il faut prendre des décisions en fonction de ce qui se présente à toi, quoi. Donc voilà, c'est ça auquel je n'étais pas confronté et habitué. Et c'est ce qui te met dans la zone un peu délicate et qui fait que tu as le succès pas facile, en fait, en l'occurrence. Il y a un retardement. Et donc, moi, comme je me suis fait un peu peur, tu vois, au-dessus de 8000, je n'avais pas du tout comme idée d'enchaîner sur d'autres 8000, en fait, en l'occurrence. Et les Seven Summits me plaisaient bien, puisque tu as une ouverture internationale, tu es sur des profils de projets qui sont complètement différents. C'est-à-dire que aucun des Seven Summits ne se ressemble, hein. C'est des projets que tu redémarres à zéro à chaque fois. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai attaqués. Et donc, du coup, voilà, ça m'a donné envie d'aller explorer ces différentes montagnes avec cette idée de challenge, parce que tu sais, j'aurais pu rester dans les Alpes et puis essayer de faire quelques-uns des 4000. Enfin bon, bref, en tout cas, ça me plaisait. Et surtout, je me suis dit, j'ai fait a priori sur le papier le plus dur. Puisque là, tu as une limite physique, en fait, hein. Est-ce que ton corps va s'acclimater? Enfin, je veux dire, c'est écrit sur le front de personne, hein. Tu peux être très bon techniquement, mais à 8000, ton corps, il bloque, hein. Et il y a un certain nombre de guides, d'ailleurs, français qui sont très, très bons, etc. Mais le corps, il bloque à 8000. Donc, ayant fait le plus dur, entre guillemets, pour cette raison-là, pas techniquement, bien sûr, je suis parti sur les autres. Donc, j'ai enchaîné sur l'Elbrus. Après, on a tenté la Concagua qu'on a raté une première fois, trop de vent. Le Mont Vinson, retentative de la Concagua, et cette fois-ci, ça a marché. Et là, pendant 1 heure, pas de vent, en fait, au sommet. Donc, tout le contraire de ce qui s'était passé. Et puis, pyramide de Cartens avec les papous. Donc, là, voyage extraordinaire. Et donc, j'ai fini par le McKinley en Alaska en 2016. Donc, j'ai fini par ça. Et c'est qu'après que je suis parti sur une logique d'expédition polaire. Mais voilà, j'ai d'abord fini les Seven Summits avant d'aller sur du polaire. Gros projet que j'ai fait avec toi pour tenter le truc, c'est d'abord la traversée du Groenland. Donc ça, c'est en 2018. Donc c'était avec Bernard Muller. Donc à nouveau, Bernard Muller m'aura initié sur l'alpinisme et puis il m'aura initié aussi sur le polaire. Donc là, c'est traversé en suivant plus ou moins le cercle polaire arctique, d'ouest en est. Voilà, on était parti pour 30 jours, on a fait 31 jours, etc. Notre poulka de 80 kilos au départ, etc. On était 4 on était à 4 au départ, on était 4 à l'arrivée. Donc, ça m'a plu. Il y a une grosse différence quand même entre le polaire et l'alpinisme, c'est que dans le polaire, tu es toujours en inconfort. C'est-à-dire que en montagne, quand tu redescends au camp de base, tu as un certain confort. Tu peux arriver à manger frais, selon ce que tu as réussi à monter. Tu as une table et des chaises pour manger. Si tu arrives à avoir une tente par personne à ton petit chez toi, tu peux prendre une douche. Si tu arrives à faire une tente douche, enfin bon, voilà, il se passe plein de choses. Alors que quand tu es dans le polaire, tu es quand même toujours dans la logique des camps d'altitude, en fait, hein. Donc ça diffère. C'est jamais tu as vraiment ce confort de dire je redescends, peut-être je vais pouvoir me prendre une bière ou un coca ou je sais pas quoi. Là, diète, c'est toi qui dois le porter, le coca, donc tu portes pas, ça sert à rien. Donc tu as vraiment ça, hein, et puis tu as un relief ou tu n'as pas de relief, justement, hein. Quand tu es sur une calotte, voilà, tu vois à 5 km autour de toi, tu as une espèce d'effet cloche là.
Et puis voilà, tu vois rien. Hein. Alors que la montagne, ben, quand tu es en haut, tu vois plus loin. Enfin, chaque fois que tu passes un col, tu vois plus loin. Enfin, bon, toi, tu as des découvertes de points de vue qui sont différents. Et donc, ben, j'ai commencé par tenter le pôle Nord. Donc là, on est en 2018. Oui, non, c'est 2017, je me suis trompé, 2018, hein, avec Dixie. Et donc, avec un projet qui, je t'entends encore me dire 2 jours avant de partir, bah, écoute, Jérôme, le projet est annulé. Les Russes ont craché un hélicoptère et donc ils ne vont pas installer Barnéo, donc c'est fini. Moi, j'étais en train d'animer une formation managériale et je sais qu'au manager en face de moi, j'aurais dit écoutez, on peut s'arrêter 2 minutes là, parce que vu ce qui vient de me tomber sur la tête, je ne suis pas en état de continuer la formation, quoi. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me dis qu'est-ce qui m'annonce, Eric, c'est pas possible. Puis toi, tu es toujours optimiste et tu dis non, mais t'inquiète, ils vont trouver une solution et tout, et tout, et tout. J'y croyais pas une seconde, donc bon, bref. Et ça m'a amené à revoir le projet. J'avais en tête de faire soit 2 degrés, soit un aller-retour, en fait, dernier degré, et puis revenir sur Barnéo, ce qui veut dire on avait prévu les 20 jours, en fait, hein, de la saison. Et finalement, on n'a eu que 10 jours et on a fait que le dernier degré, hein, ce qui est top, hein, ce qui est magnifique, etc. Enfin, et du coup, c'est le regret ou l'envie que j'ai, c'est de revenir sur la banquise, y passer plus de temps, en fait, hein, puisque là, tu imagines que tu es sur de la glace, tu flottes, tu as 4000 mètres de profondeur sous toi. Tu es privilégié parce que du coup, il n'y a pas une petite maison qui t'attend, il n'y a pas une cahute, il n'y a rien. Et en plus, tu dérives, donc tu passes ta nuit, tu prends ta position GPS le soir avant de t'endormir. Le premier réflexe que tu as le lendemain matin, c'est de voir de combien tu as dérivé, si tu as dérivé dans le bon sens. Tu as la présence de l'ours, donc ça te remet aussi à ta juste place, parce que bah, c'est toi la proie, hein, c'est pas toi le chasseur, là, pour le coup. Donc ça t'amène à avoir des précautions par rapport à l'environnement. Et c'est vrai que au-delà du fait que c'est magnifique et de se sentir privilégié, moi j'ai adoré ce moment sur la banquise. Donc là, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que les conditions étaient bonnes. On était bien préparés et puis on était bien encadrés. Hein. Il y avait Dixie, donc enfin voilà, on n'a pas eu de galère du tout. Et ça, c'est une des clés de succès. C'est-à-dire que quand tu es encadré par quelqu'un qui connaît le milieu, qui a un temps d'avance sur toi, enfin voilà, tu peux t'occuper de ta partie et pas en plus te rajouter du stress par rapport à quelque chose qui t'est inconnu, quoi. Donc là, j'ai eu la victoire très très chouette une fois qu'on est arrivé. On avait un petit peu de vodka, d'ailleurs, il faut se le dire. On a bu la vodka, ce qui fait qu'on a vite été un peu euphorique, pour le dire simplement. Mais on était vraiment contents tous les trois parce que c'était une très, 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 très belle expérience. Et puis j'ai fini avec le pôle Sud. Et dans l'idée, voilà, là, c'était le dernier projet. Je voulais y mettre de l'esthétique, de l'historique. Et donc, tu as plusieurs possibilités pour allier le pôle sud. Tu peux avoir le dernier degré. Et après, tu as les voies Messner et Hercules Inlet. Donc là, c'est des gros projets puisque tu vas marcher 45 ou 50 jours, voire 60 jours. Et tu avais un projet plus court. Voilà, c'est ça qui m'a attiré en premier lieu, parce que tu pars sur 35 jours, parce qu'il faut toujours caler ça dans sa vie perso et pro. 35 jours, j'ai dit, bon, ça c'est bien, 35 jours, mais ce n'était pas forcément le plus facile, donc ça c'était moins bien. Puisqu'en fait, tu es sur les traces de Amundsen, donc Amundsen qui était passé par là en 1911, hein, et qui est le premier au pôle Sud. Waouh! Bon, mais je savais que ça allait être dur, mais là, pas à ce point-là. La neige fraîche, c'est vraiment compliqué. C'est sûr que là, si la neige était croûtée, on filerait comme des avions, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, il faut que je retourne en arrière, chercher la moitié de la charge que j'ai laissée. Donc mentalement, c'est pas très encourageant, mais en tout cas, ça me permet moi de tenir dans la durée et pas m'essouffler avec une poulka pleine et carrément perdre toutes mes forces. Donc voilà, j'ai plus qu'à refaire plus d'un kilomètre en arrière pour aller chercher ma poulka. Donc à chaque fois, je me rallonge 1 kilomètre plus 1 kilomètre. Tu vois, ça fait 4 kilomètres que je fais en plus. Mais bon, le moral est bon, c'est le principal. Allez, courage, courage. Et puis toujours la devise, pas à pas. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc je pense, je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, etc. Et puis quand ça avance pas, je passe à 1, 2, 3 et je recommence. J'ai rien trouvé de mieux pour me focaliser sur l'effort à fournir. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça marche en tout cas, donc c'est le principal. Un Anglais, un Néo-Zélandais et moi. Et puis on est parti voilà, pour ces 35 jours et on a fait quelque chose comme 650 kilomètres.
Et là, ça a été dur. On a retrouvé du foin. Donc, c'est ce qu'ils mettaient dans leurs chaussures pour faire l'isolant. Tu retrouves un traîneau, tu retrouves des colliers de chiens parce qu'ils avaient avec le nom des chiens. On a retrouvé un livre de navigation de 1928. Donc, tu as écrit 1928 sur la côte. Bon, le truc, il est gelé, bien sûr. On a trouvé un truc extraordinaire qui est une moufle que tu peux mettre droite-gauche. Donc, ça veut dire que c'est ta moufle qui est là et elle a un pouce ici et un pouce ici. Donc, tu vois, plutôt que d'avoir deux moufles avec les pouces bien mis, tu as une seule moufle et ben, du coup, plutôt que de prendre une paire de rechange, toi, tu en prends deux plus une et puis ben, si tu en perds une, tu la mets sur les deux gants, quoi. Donc ça, c'était génial. Tu es là, ta rencontre avec l'histoire, quoi. Puis tout est bien conservé, évidemment. Tu es dans un congélateur. Donc là, tu as la rencontre avec l'histoire et tu te dis, quelle chance, quoi. Quelle chance. Bah, ça, c'était au début, hein, parce qu'après, quand on a remonté le glacier Axel Edberg, je me suis dit, mais dans quoi je me suis engagé? Moi qui me prépare et tout, je me suis dit, bah, je pensais être prêt, mais j'étais vraiment pas prêt. En fait, on avait de la neige profonde dans ce glacier, on n'avançait pas, on était chargé comme des mules à 80 kilos, et puis tu montes. Et quand enfin tu vois le pôle sud, on savait que, évidemment, on était sur la dernière journée, on savait qu'on est arrivé, mais tu le vois à 12 kilomètres. Le premier truc que tu vois, c'est un télescope, en fait. Donc, quand tu vois un truc rond au bout, là, tu es à peu près à 12 kilomètres et tu dis, ça y est, j'arrive, quoi. Ça y est. 35 jours de nourriture, c'était évidemment le 35e jour, donc il ne nous restait plus de nourriture. On aurait pu se faire ravitailler au cas où, quoi, mais tu te dis, waouh, on a fait le truc dans le temps qu'on s'était donné. Et là, tu vois, après 10 heures de marche, en fait, on est arrivé en fin de journée. Tu vois le truc qui se rapproche pas, là, parce que tu le vois de loin, là, puis ça se rapproche pas à 12 kilomètres, c'est infernal, quoi. Tu n'avances pas à 3 km/h, tu n'avances pas, quoi. Et puis, au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et après, tu arrives dans la base et tu cherches, tu sais, le pôle, en fait. Tu sais pas où il est. Tu as les bâtiments, mais tu sais pas où il faut prendre la photo. Puis tu n'as personne, puis c'était le soir, ils avaient fini de manger, ils s'étaient couchés, quoi. Tu arrives dans ce truc désert, puis tu cherches. Et enfin, tu le trouves, et là, tu dis, waouh, ça y est, j'ai fini. Et avec une sensation de te dire, une double sensation d'ailleurs, de te dire que bah, finalement, c'était long, mais c'était court. Ça fait 35 jours que je marche. C'est vraiment long, hein. Au jour le jour, c'est long quand même. 35 jours à marcher 10 heures par jour, c'est quand même assez long. Et après, tu dis, bah, c'est déjà fini. Et pareil, bah, le projet qui m'a pris 16 ans, bah, ça y est, il est fini. Il se finit ici. Et on avait un temps magnifique quand on est arrivé au pôle. En fait, un site officiel, enfin officiel, c'est du déclaratif en fait, hein, tout ça. Donc il faut que tu donnes la preuve que tu y as été. Mais ce que je suis en train de te dire, Eric, c'est que tout le monde ne connaît peut-être pas ce site et tout le monde ne s'est pas déclaré. Et donc là, en fait, sur le site, tu as moins d'une centaine de personnes dans le monde qui sont référencées. Alors, moi, ne faisant pas un exploit, les sponsors que tu peux trouver, on va appeler ça de la love money, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens que tu connais et qui veulent voilà, t'aider à réaliser ça et qui rendent l'aventure possible. C'est-à-dire que globalement, enfin, voilà, on est sur des coûts qui peuvent être importants selon les projets. Et donc, bah, pour les rendre possibles, tu as besoin de sponsors, en fait, en l'occurrence. Donc, ça fait partie, si tu veux, dans le montage des projets, bah, de la question à te poser, c'est comment tu vas financer ça, qu'est-ce que toi, tu es prêt à, jusqu'où tu es prêt à aller toi, et de quoi tu as besoin, et qu'est-ce que tu es prêt à donner en échange. Donc, voilà, sachant que moi, je n'ai pas à vendre un exploit. C'est-à-dire, j'ai pas fait, et c'était pas mon projet initial que d'être sur ce site internet ou de faire l'Explorer Grand Slam le plus vite possible, en moins de 11 mois, comme ça a été fait. Et les sponsors que ça intéresse, pour finir, c'est le côté, ben justement, je ne suis pas un pro de ces milieux-là. Et c'est finalement les messages que tu arrives à passer. Et c'est pour ça que comment les sponsors peuvent te suivre. C'est que bah, tu arrives à combiner vie personnelle, vie professionnelle et puis engagement sur des milieux qui ne laissent pas trop le droit à l'erreur quand même, quoi. Donc, où il faut un certain niveau de préparation, d'expérience, aussi de professionnalisme, de se faire encadrer avec des professionnels, de connaissance de soi, tes points forts, tes limites, donc de quoi tu as besoin pour réussir. Donc, ça ramène, si tu veux, l'expérience euh, à ce que peut en comprendre en fait tout un chacun. Moi, j'en ai tiré une meilleure connaissance de moi, en fait, en l'occurrence. C'est-à-dire que chacun de ces projets te font sortir de ta zone de confort. C'est ce que tu vas chercher, hein. Donc, t'amènent sur des environnements et des situations différentes et donc te font découvrir tes ressources et tes limites.
Hein. C'est-à-dire que y a des trucs que tu ne savais pas que tu avais ça en toi, et puis après, tu as aussi des limites, et tu pensais quand même pas que tu allais réagir comme ça. Si, tu as mal réagi, si, tu es le gros connard du groupe, si, c'est toi en fait, hein, parce que tu n'as pas géré ton stress, etc. Et donc, voilà, tu as les deux qui ressortent. Parce que j'en ai tiré, moi, c'est des souvenirs juste exceptionnels, puisque les milieux dans lesquels j'ai été, enfin, tu vois, c'est en toi, ça. Tu te dis, ouais, j'ai été fouler l'Everest, ouais, j'ai été fouler la banquise. Quand on parle de banquise à la télé ou dans les journaux, tu vois concrètement ce que c'est. Enfin, moi, j'ai une approche un peu physique, hein, des environnements. Ça ne me suffit pas de lire ou de voir des images. À un moment donné, quand ça me plaît, moi, j'ai envie d'y être, tu vois, ressentir ce que c'est que de marcher par -40 ou -50, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, concrètement, qu'est-ce que tu ressens, et comment tu te protèges, et comment tu actives l'instinct de survie par rapport à ça. Et puis après, c'est aussi une forme de fierté, parce que je me dis, tu vois, tu as un rêve, hein, et puis j'ai réussi à le concrétiser. Alors, je ne vais pas concrétiser tout seul, hein, j'ai un environnement personnel et professionnel qui m'a aidé, hein, parce que, voilà, après, j'ai des rencontres qui m'ont aidé, etc. C'est pas je veux, je peux, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais tu te dis, je voulais le faire, et ça m'a pris 16 ans, le truc, tu vois. C'est pas comme si tu dis, je veux faire juste ce projet, une fois que je l'ai fait, c'est fini, tu vois. Là, euh, et en plus, ça me donne envie de faire plein d'autres choses, tu vois. C'est pas, je l'ai fait, bon, c'est bon, maintenant, je vais raconter aux autres comment il faut faire. Ça y est, on y est. Bon, ça va Jérôme, tu t'es retenu? Écoute, oui, je me suis reconnu, et surtout, ça m'a ravivé plein de souvenirs. Ça me donne juste envie d'y retourner, en fait. C'est ça qui est bête, ton truc, c'est que voilà, on est confiné, là, ça fait quelque temps que je n'ai pas été voir les grands espaces, et ça donne juste envie d'y aller, quoi. Mais bon, c'est le but sûrement aussi. C'est certain que ouais, c'est un concentré en 30 minutes ouais, de 16 ans d'aventure est quand même assez extraordinaire. Bon, écoute, on a eu plein de questions. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des photos et des images d'ailleurs ont été prises par toi. Et comme je te le disais, d'ailleurs, la qualité globalement des images que tu ramènes chaque fois montre que tu as quand même de la marge de manœuvre physique, je trouve. Bon. Tu as remarqué, Eric, que les photos qui sont prises, en général, c'est toujours quand il fait beau. Et d'ailleurs, c'est le retour que j'ai quand je les présente autour de moi. On me dit, ah, mais t'as eu que du beau temps. Et là, tu dis, non, tu as juste envie de sortir l'appareil photo quand il fait beau. Juste quand il fait pas beau et que tu es dans l'effort, tu le sors pas, quoi. Donc, c'est aussi l'avantage. Donc, c'est à ces moments-là, peut-être, voilà, que tu arrives à sortir des clichés, mais de ce que tu vois, en fait, hein, tout simplement. Ouais, d'ailleurs, je te le confirme, parce que quand j'ai fait ma traversée de l'Atlantique là, sur un 6,50, je suis revenu, je n'avais pas une photo de tempête, effectivement, que de la mer Caribbean, pareil. Et effectivement, en survie, il faut vraiment être très, très au-dessus pour saisir la caméra et saisir l'instant. Bon, mais en plus, la mer, tu as toujours l'impression qu'elle est calme, même quand tu as des vagues de 8 mètres, c'est toujours… Bon, alors plein de questions et on va commencer par des questions plutôt concernant les projets, les différents projets. Ned qui demande, qui dit qu'il est à son 7e sommet sur le mont Vinson. Donc c'est le dernier pour valider son projet. Donc d'abord il te félicite et il voulait savoir ce que tu conseillais par rapport au Vinson en termes de préparation ou s'il y a des conseils pratiques que tu peux donner là-dessus. Là, si j'entends bien, je comprends bien, c'est que c'est le 7e, donc il y a déjà eu une expérience en Antarctique. Donc là, une belle expérience de la gestion du froid, hein, puisque c'est effectivement les conditions qu'on retrouve au Mont Vinson. Hein, on est en Alaska, voilà, tu es dans un environnement qui est polaire, en fait, hein, c'est un sommet polaire. Donc la question, là, ici, c'est plutôt de se donner du temps, parce que la météo est plutôt incertaine sur le Maquiné. C'est voilà, sur le Vinson. Le Vinson, pardon. D'aller sur le Vinson, pardon. C'est le dernier, c'est le Vinson. J'étais sur le Maquiné, pardon. Non, mais le Vinson, en fait, c'est la promesse commerciale de l'organisation américaine. Ils te disent que 100% de ceux qui tentent le réussissent. Avec les infos que j'ai eues, c'est effectivement plus ou moins ce qui se passe. Hein, ils jouent sur le temps que tu passes sur la montagne. Et il n'y a que 2 camps pour aller jusqu'au sommet. Donc voilà, enfin l'expédition justement au McKinley en Alaska donne suffisamment d'expérience pour aller jusque là. Là où moi j'ai eu du mal sur le Vinson, c'est entre le camp 1 et le camp 2. Ils ont installé des cordes fixes
Et donc là, on l'a fait à l'américaine, c'est-à-dire c'est ceinture-bretelle. Donc non seulement on était attaché aux cordes fixes, mais en plus on était encordé au cas où. Et donc là, moi, j'étais avec une cordée qui envoyait bien. Et c'est vrai que tu as peut-être 300 mètres de corde fixe et je suis arrivé en haut, mais j'étais en nage. Donc il fait juste moins 25, moins 30 autour de toi. Là, j'étais en nage. Et c'est pas bon dans les milieux polaires ou dans les milieux froids, puisque du coup, une fois que tu es en nage, tu commences à geler, quoi. Et j'ai eu beaucoup de mal à me réchauffer. Je me suis mis, ce qu'il fallait pas, c'est qu'il fallait que j'enlève tout. Je me suis mis tout de suite, donc j'avais mes gros équipements en duvet. Je me suis mis dans le duvet aussi et j'ai continué à avoir froid, quoi. Donc voilà, c'est la gestion de l'effort et éviter ce genre de choses. Mais l'expérience voilà, du polaire au Maquiné donne déjà une bonne indication. Ouais. Alors, comme en fait, il y a encore plus de questions qui arrivent, il va falloir donner des réponses. Ok. Mon ami Jérôme. Alors, Philou, question simple. Lequel des Seven est le plus dur techniquement et pourquoi? Alors, déjà, première indication, moi, je prends que les voies normales. Donc déjà, c'est les plus connus, les moins difficiles. Voilà, parce qu'une montagne, c'est la même altitude, mais en fonction de par où tu passes et quelle saison tu fais le sommet, évidemment, c'est pas du tout les mêmes conditions, donc c'est pas le même engagement, c'est pas la même difficulté. Donc quand tout va bien, tout est facile. Après, chaque montagne, dès que les conditions météo sont pas là, ça devient difficile. Donc là, la question, c'est plutôt être prêt à tout. Par rapport aux difficultés. Et pour répondre, la plus dure, c'est pour moi en tout cas, ça a été l'Everest parce que globalement c'est 8800 mètres et du coup je me connaissais pas suffisamment en fait comment le corps réagit à cette altitude-là. Donc tu es en découverte de tes sensations et donc ça crée pas mal de stress effectivement parce que tu n'as pas un temps d'avance ou tu n'es pas sur des logiques d'habitude et donc tu peux pas te reposer sur oui j'ai déjà vécu, je sais que ça va durer 2 heures, dans 2 heures ça ira mieux, là tu es là, ça arrive, tu dis je peux pas aller plus haut. Donc c'est effectivement là ce que j'ai trouvé le plus dur. Pas techniquement, mais physiologiquement en fait. Raphaël, la limite sur l'Everest, j'ai compris que c'était lié au stress aussi généré par la fenêtre météo. Comment est-ce que tu as finalement géré? Est-ce que le collectif aide ou pèse dans ces moments-là? Le collectif aide. C'est-à-dire que là, on est monté, on était 3 plus 3 Sherpas, donc on y va au rythme. Moi, j'ai eu la chance de passer devant parce que globalement, je suivais un Sherpa. Et donc, le problème des Sherpas, il faut se le dire, ils ont la caisse. Ils ont la caisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu montes, tu as le Sherpa, il fait ça, il t'attend, puis de là, tu es à peine arrivé ici que lui, il recavale et te remet pour 10 mètres et toi, tu es là. Donc, tu as toujours l'impression de lui courir après. Donc là, j'ai eu la chance de passer devant, puisqu'en fait, il changeait sa frontale, là, le Sherpa, et puis ça n'a pas marché, donc il m'a mis devant. Et en étant devant, j'ai pu aller à mon rythme, en fait, à mon rythme. Hein, et donc, bon, du coup, voilà, tu as ça. Et après, effectivement, on avait des points où on se reposait, hop, on faisait des checks et tout, et donc ça t'aide. Et surtout, ce qui t'aide dans l'équipe, c'est déjà nous, les trois, on se connaissait. Donc là, tu as une forme d'entraide, de solidarité, de connaissance. Et surtout, tu as les Sherpas. Les Sherpas, ils connaissent la montagne. Ils savent te dire, après cette pierre, il y a encore une pierre. Après, il y a un faux plat, etc. C'est parce que ça, puisqu'ils étaient montés pour certains entre 4 et 11 fois au sommet. Et donc, eux, ils t'aident aussi à visualiser l'effort qui te reste à fournir. Donc, ça a aidé, Raphaël, ça a aidé. Benoît, quelle différence y a-t-il entre pôle Nord et pôle Sud au niveau du choix des lieux de bivouac pour dormir et de leur organisation? Alors il faut demander à Dixie, puisque Dixie, j'ai vu qu'il était là pour le pôle Nord, puisque c'est lui qui choisissait le lieu de bivouac. Donc forcément, le premier test à faire quand on choisit un bivouac, c'est quand même juste l'épaisseur de la glace. Hein, et l'environnement autour, si on est dans une zone où ça bouge beaucoup, il y a de fortes chances que le bivouac il tienne pas la route. Donc, grâce à l'expérience de Dixie, on a toujours choisi des bons bivouacs. Hein, et donc là, voilà, c'est un peu les conditions de glace qui font que tu te poses. Sur une calotte polaire, tu as moins de problèmes en fait. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais qu'il n'y a pas de crevasses, elles sont à peu près identifiées les crevasses. À partir du moment où tu n'as pas de crevasses, tu as juste à te poser la question de la mettre dans le sens du vent. En fait, hein, c'est ça. Les vents, ils tournoient pas comme on peut avoir en montagne. Donc, c'est pour ça que tu as des tentes tunnels. Et donc, il faut juste regarder le vent. Voilà, et tu dis, OK, tac, on la pose ici. Et tu es sûr de la retrouver le lendemain, sauf s'il y a une tempête, évidemment. Et donc là, ça secoue un peu dans la nuit. Alors, Benoît, toujours a été fasciné par les objets que tu as trouvés, découverts dans ton démarrage là d'Axel Heiberg. Et il te demande si tu en as rapporté. Non.
Absolument pas. Moi, j'étais gêné d'ailleurs de voir, là, j'étais avec 2 Anglais et un Néo-Zélandais, ils ont commencé à bricoler, regarder les trucs et tout. Et moi, j'étais gêné, j'ai rien touché, j'ai fait les photos, en fait, les photos que vous avez vues. On a évidemment tout laissé. Hein, il est hors de question de prendre ces affaires-là. Elles sont là pour l'éternité. C'est une forme de témoignage. Moi, ce que j'ai juste fait, hein, c'est que tu as le cairn de Amundsen, hein, qu'on voyait à 50 mètres. Du coup, comme c'est l'entrée du glacier, moi j'ai pris un petit caillou, comme on fait en montagne ici, hein, un petit caillou, je l'ai mis sur le cairn et j'ai fait un vœu en disant voilà, pourvu que j'arrive jusqu'au bout dans des bonnes conditions, etc. Donc j'ai posé mon caillou, mais un petit caillou tout petit, hein, donc sachant que c'était des grosses pierres. Voilà, non, on a tout laissé évidemment, on a tout remis en l'état, tout protégé. Ouais. Une question de Jean-François qui revient donc sur l'Everest. Tu dis que tu t'es fait peur à l'Everest. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette peur, rétrospectivement? De quelle nature était-elle? En fait, la question de la montagne, pour ceux qui ont ça ou qui n'ont pas ça en tête, c'est que le sommet est qu'une étape intermédiaire. La vraie finalité, c'est de redescendre au camp de base. C'est pas quand tu es au sommet, c'est pas comme quand tu passes une ligne d'arrivée ou quand tu arrives au pôle, voilà, c'est fini, tu peux te relâcher, etc. Et donc, la peur que je me suis faite, c'est une limite physique et mentale. Physique, parce que c'est quand même dur. Vous imaginez que voilà, la dernière distance entre le camp qui est à 8200 mètres et le sommet, c'est 2 km, c'est 600 mètres de dénivelé. Et nous, on a mis 7 heures, mais on met 9 heures, quoi. Donc, on n'avance pas. Enfin, imaginez faire 2 km, voilà, de chez vous jusque, je sais pas, au centre commercial ou n'importe quoi. Et vous dites, je vais mettre 7 heures pour faire cette distance. T'avances pas, quoi. Et surtout, en engagement cardiaque, j'en sais rien, moi, à 170 pulsations minute, quoi. Même si t'as l'oxygène, t'es là. Sur chaque respiration, ça pendant 10 heures, quoi. Donc, tu te dis, oui, est-ce qu'il va tenir le cœur? Enfin, bref. Et après, la deuxième limite, c'est la rencontre avec un déni. Donc ça, c'est Sophie, donc ma femme, qui m'avait prévenu en disant ok, c'est quand même engagé, il y a des morts là-haut, tout ça. Puis on dit oh, c'est bon, tu sais, nous on est raisonnable avec l'équipe, on saura prendre des bonnes décisions. S'il faut redescendre, on redescendra. T'inquiète, quoi. Et c'est vrai, vous pouvez le faire d'ailleurs sur Internet. Hein, si vous faites cadavre Everest, vous verrez quelques photos d'alpinistes qui sont restés là. Et c'est vrai que la première fois que tu vois un cadavre et que tu marches presque sur les pieds, ça fait réfléchir en fait. Hein. Quand je te dis ça fait réfléchir, c'est un peu tard pour réfléchir, c'est dommage, il faut le dire comme ça. Mais là, tu te dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Franchement, qu'est-ce que je fous là, quoi? Vraiment. Et tu dis, est-ce que c'est ça que je veux là? Le monsieur, il est tombé. Et tu dis, il n'y a rien autour, il n'y a pas de danger, quoi. Il vient pas de dévisser, quoi. Il est là. Donc il n'y a rien passé, parce que c'est au milieu de la rue, quoi. Et là, tu dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et donc, effectivement, c'est la prise de conscience, c'est un peu tard, il faut le reconnaître. La prise de conscience, là, tu vois, d'un truc que j'avais refoulé en disant, oh, c'est bon, je suis plus fort que ça, moi, je suis raisonnable, etc. Et là, c'est sous tes yeux. Donc, tu as eu effectivement ce cheminement mental qui aide pas. Et donc, j'ai dû, en fait, combattre mes émotions, en fait, parce que là, tu es envahi d'émotions négatives. Tu dis, enfin, je fais quoi? J'avance. Enfin, tant que tu penses à tes trucs, ça va plus, quoi. Et donc là, c'est bien, tu l'as gardé, la devise. Je me suis remis sur ma devise. Je dis pas à pas, un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas. Puis après, pour me motiver, je dis de toute façon, là, j'ai jamais été aussi proche du sommet, même si tu es encore à 5 heures de marche. Tu n'as jamais été aussi proche du sommet, puisque de toute façon, c'est la première fois que tu le fais. Donc, tu n'as jamais été aussi proche du sommet. Et me remettre dans l'instant, pour pas être pollué par ça et pour surtout pas faire de bêtises. Donc, ça m'a consommé beaucoup d'énergie physique et mentale. Alors, une question d'Éric. Bonsoir Jérôme, quel conseil sur l'acclimatation à l'altitude? Je rencontre une difficulté à partir de 4000 mètres, mais j'ai la ferme intention d'aller au-delà. Ouais. Là, je sais pas. En fait, moi, je connais les stratégies d'acclimatation, le temps qu'il faut passer, etc. Après, là, il y a peut-être une question physiologique. Hein, donc, c'est pour ça que je ne voudrais pas m'aventurer à donner des réponses. En tout cas, il est sûr que on a tous en tête que notre corps, donc au-dessus de 3000, hein, donc quand vous allez faire du ski et tout ça, on est tranquille, mais au-dessus de 3000, le corps, il accepte 400 mètres hein, d'un jour sur l'autre. D'ailleurs, c'est une méthode d'ascension des montagnes qui s'appelle la méthode de l'escargot. Ouais, c'est une méthode, je crois, française. Donc, en fait, tu peux faire une montagne et tous les jours, au-dessus de 3000, tu fais 400 mètres, puis 400 mètres, puis 400 mètres. Quand on était sur le Moustagata, il y avait un Français, un Marseillais, qui faisait 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut apporter beaucoup de nourriture, donc tu es chargé parce que tu passes beaucoup plus de temps sur la montagne. Et donc là, après, c'est les logiques d'acclimatation. Il y a au moins après un indicateur et que
nous, on suivait très précisément sur l'Everest, c'est le calcul du taux de saturation d'oxygène. Et donc, nous, on prenait pour chacun, pour les 7, effectivement, l'évolution du taux de saturation d'oxygène pour voir comment s'acclimater. Et derrière, c'est pas hésiter à rester un jour de plus au camp de base pour laisser le temps à son corps. On peut pas aller plus vite que le corps, là. Tu peux le tourner dans tous les sens. Tu peux pas aller plus vite que le corps. Donc ça, c'est vraiment la patience, en fait, qui fait que je crée des globules rouges tous les jours qui me permettront après, peut-être, d'aller un camp plus haut. Oui, j'ajouterais, Eric, que bon, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais un test à l'hypoxie, ça peut être intéressant justement pour voir comment ton corps justement réagit avec le manque d'oxygène. Ça se fait, c'est très simple. Et puis nos partenaires donc de l'IFREMON d'ailleurs sont des spécialistes mondiaux là-dessus. Donc si tu veux des informations, tu peux nous contacter directement. Il y a une question sur le prix des vêtements. Combien coûte l'ensemble de l'équipement? Bon, je ne sais pas si tu as en tête, sinon je donnerai. J'ai pas tout en tête, mais cher, surtout par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire que si tu prends une combinaison de duvet, j'ai pas réussi à la réutiliser dans les rues, là, même si des fois il fait un peu froid. Donc voilà. Après, la question de l'équipement, c'est effectivement essayer de trouver l'équipement qui va te servir. Donc c'est un vrai budget. Et parfois, tu as des équipements qui te servent juste pour un projet et qui sont pas adaptés pour la suite. Donc là, voilà, Eric, tu peux donner des indications, mais c'est vrai que l'équipement, la composante technique fait partie de la réussite. Là, c'est clair que c'est pas là où il faut faire des économies en fait. D'ailleurs, on peut pas faire des économies sur ces projets-là. Mais ça fait partie de la réussite. Si je suis bien équipé, j'ai au moins déjà réduit ce risque. Oui, c'est sûr qu'il faut compter quelques milliers d'euros. Déjà, bon, sur les Seven Summit, on est plus dans une logique d'alpinisme. Je pense qu'on peut dire qu'avec un budget de 4-5 000 euros, on s'en sort. Avec le polaire, c'est presque la même chose. Il faut juste rajouter éventuellement des boots, des skis, donc peut-être 2 000 euros de plus, quoi. Voilà. Donc entre 4 et 7 000. En termes de préparation, Jérôme, donc il y avait pas mal de questions, enfin en termes pratiques en fait. Quel type d'entraînement physique et mental avez-vous pour préparer ces différents projets? Alors sur la préparation physique, déjà j'ai des routines qui est projet ou pas projet. Voilà, je fais déjà au moins 3 sorties course à pied par semaine. Donc voilà, là je fais entre 30 et 40 km par semaine, donc notamment avec une sortie de 2 heures le samedi. Donc je garde ce fond. Et je me rends compte que plus l'âge passe et plus c'est important de l'avoir, parce qu'après quand tu redémarres sur un projet, ça réactive moins vite en fait. Et après tu as la préparation spécifique, donc en fonction du projet. Alors moi je prends pas des projets où c'est de l'escalade, on est plutôt sur des logiques de marche, donc j'ai pas besoin de faire de la muscu, tout ça tombe bien parce que de toute façon je déteste ça. Mais bon, tu as un peu de logique de gainage. Gainage, c'est pour porter le sac à dos, et puis après de renforcement musculaire, donc pour les jambes, pour la partie basse. Donc après tu fais avec ce que tu as. C'est-à-dire que sur l'Everest, on allait s'entraîner sur la Tour Eiffel. Donc on faisait, tu fais le pilier ouest, c'est là où il y a le moins de monde. Bon, maintenant c'est fermé, mais bon, ok. Et là, tu as 52 mètres et tu montes, tu descends, marche par marche, 2 marches par 2 marches, etc. Et donc tu sais à peu près le dénivelé que tu as fait. Et donc du coup, voilà, tu crées au moins cette habitude-là. Après, il y a le circuit des 25 bosses en forêt de Fontainebleau. Et puis après, dans la préparation, il y a aussi essayer de se mettre en situation. Là, on a été se retrouver sur l'Everest, on était dans le Massif central, donc c'est sympa pour préparer l'Everest chez Jean-Marc, puisqu'il habitait par là-bas. Et en fait, on s'est entraîné en situation, c'est-à-dire avec les gants, parce que c'est vrai que enlever un mousqueton, etc., passer un relais avec les mains comme ça, c'est facile. Après, quand tu as des grosses moufles, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on a essayé de faire ça. On a essayé aussi d'aller sur le massif du Mont Blanc pour trouver une paroi qui ressemble à un des réseaux en fait, qu'on devait passer. Voilà, donc ça, c'est ta préparation physique, technique et aussi mentale, du coup, parce que quand tu arrives en situation, tu as déjà l'impression d'avoir plus ou moins vécu. Tu te dis, OK, c'est la même chose que ce qu'on a fait donc dans le Massif central, ou c'est la même chose que ce qu'on a fait dans le Mont Blanc. Donc, bon, c'est plus haut, mais j'ai déjà un vécu par rapport à ça. Voilà. Et puis après, j'ai une autre technique, c'est la visualisation. Donc, quand je vais courir, par exemple, dans la forêt de Saint-Cloud, c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais je me voyais fouler les derniers mètres de l'Everest.
tu es en train de courir, bon, tu fais ta sortie, elle fait 10 km, mais dans ta tête, tu es en train de faire les derniers pas. Quand je faisais ça là pour le pôle sud, pareil, j'étais en train de courir gentiment, mais dans ma tête, j'avais une poulka derrière, et puis clac, hein, donc tu visualises un geste qui fait que quand tu es en situation, il fait partie de toi, en fait. Hein, tu ne découvres pas le truc, et du coup, mentalement, ça y est, quoi, on est tout de suite dans l'action, et tu as au moins éliminé à nouveau ce souci-là. Ok. Quels sont les points forts que tu as continué à développer sur tous ces projets d'aventure? Alors ça, c'est une bonne question. Premièrement, ces projets, ça a été l'occasion pour moi de découvrir en fait mes ressources, quelques points forts, et aussi mes limites. C'est vrai que quand tu n'es pas en situation, tu crois, voilà, enfin je veux dire, quand tu vas courir, quand tu fais du foot, quand tu es au travail, tu actives des points forts, donc bon, très bien, mais là, dès que tu es sur des situations nouvelles, ça te permet d'en découvrir d'autres. Les points forts que moi j'ai pu voir, c'est la dimension mentale, hein, c'est-à-dire que ces projets, déjà, je les voulais. Enfin, tu pars avec l'envie, quoi. Hein, c'est-à-dire que peut-être ça ne vous fait pas rêver de vous dire punaise, marcher 10 heures par moins 40, il faut quand même être fou. Mais la question, c'est que si tu le veux et que tu es préparé à ça, tu ne le ressens pas pareil. Tu le ressens juste pas pareil. Tu sais que c'est les conditions que tu vas rencontrer sur place, comment on s'équipe, comment on gère le froid, comment on gère les pauses, comment on gère l'hydratation. Donc voilà, c'est le paramètre pour lequel tu es préparé. Donc les points forts, voilà, c'est plutôt mental, plutôt physique. Après, les points faibles aussi. Hein, les points faibles, techniques. Moi, je ne suis pas vraiment technique en fait. Hein, et donc tous les projets que j'ai pu faire, ils sont pas techniques. Et ça tombe bien parce qu'autrement j'aurais été en difficulté. J'ai bien vu là, on a tenté l'été dernier le Cervin. Moi, le Cervin, il faut mettre un peu plus les mains. Je fais 97 kilos. C'était un peu plus compliqué pour moi. J'étais vraiment à la traîne. Hein, j'étais pas dans mon élément, quoi. Donc voilà, pas la technique. Puis après, aussi la dynamique de groupe au sens avec les uns les autres, comment on s'entraide. Hein. Toi, des fois, quand ça va bien, tu donnes un peu. Puis quand ça va moins bien, hein, tu sollicites les autres. Donc c'est un peu mettre aussi au service du collectif ce que tu peux apporter pour que la force de l'équipe, elle soit au mieux possible en fait. Oui, avec le Cervin, bon, t'es modeste comme d'habitude. Enfin, vous n'avez pas une très bonne météo, si je me souviens. Mais j'étais en deçà, Eric. On était 3 et j'étais le dernier là. Donc non, j'ai pu mesurer que là, c'est pas encore. Mais je veux retenter parce que c'est magnifique le Cervin. Et voilà, donc avec un peu d'entraînement et voilà, de développer des capacités un peu plus techniques et d'enchaînement en fait, des prises. Voilà, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Bon, il y a plein d'autres questions. On ne va pas pouvoir les prendre toutes. Alors, je vous propose de finir avec 3 questions que j'ai retenues. Bon, une qui a été posée par plusieurs personnes sur la suite de tes projets. Hein, quels sont tes prochains projets d'expédition? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en prépares? Alors, il y a quelques projets, hein, évidemment, à force de rencontrer du monde, ça te donne plein d'idées. Il y a un rêve déjà en famille. Moi, j'aimerais bien aller avec la petite famille au Groenland et voir les aurores boréales. Hein, donc ça, c'est un projet qu'on a avec ma femme depuis longtemps. On avait été en Islande pour les voir, mais en Islande, c'est quand même pas le meilleur endroit pour y aller parce que c'est tout de suite nuageux et tout ça. Donc c'est effectivement un des projets, si c'est possible, de faire avec la petite famille. Et puis après, j'ai 2 projets, un plutôt montagne et un plutôt polaire. Montagne, donc c'est Cervin, avec l'idée derrière d'aller plutôt sur la Mada Blanc, donc qui est au Népal face à l'Everest et qui est un peu la réplique du Cervin, hein, une espèce de sphinx et tout. Et donc c'est magnifique, c'est esthétique, ça monte à 6008, hein, donc ça monte assez haut. Et ensuite, il y a un environnement que j'aimerais retrouver, donc c'est le pôle Nord. Puisque ça a été dit dans le film, on est resté 7 ou 8 jours au pôle Nord et sur la banquise et là j'ai très envie d'y aller plus longtemps en fait en l'occurrence parce que j'ai trouvé ça juste merveilleux et après en termes de sensations c'est ce qui est dit dans le film, quoi. Tu es posé sur l'eau, tu as 4000 mètres de profondeur d'eau sous toi et puis tu as une épaisseur de glace d'un mètre 50 et en fait c'est pour le petit clin d'œil sur la vodka.
J'ai retrouvé la bouteille de vodka. Donc, sache que cette bouteille, et j'ai vu que Dixie a fait une remarque, cette bouteille, c'est de l'eau de la banquise du pôle Nord. J'ai oublié de faire ça au pôle Sud, j'étais bête, mais bon, j'y pensais pas. Donc, on a bien été obligé de vider cette bouteille de vodka pour mettre un peu de neige du pôle Nord. Donc, elle est toujours là. Donc, Dixie, tu es obligé d'être solidaire par rapport à cette remarque-là. Donc voilà, c'est retourner dans cet environnement qui est juste magnifique. Et là, on est plutôt dans la logique non plus des pionniers, mais des derniers témoins, quoi. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, voilà, avec la fonte de la banquise, on est presque déjà dans des opérations derniers témoins, quoi. Donc voilà, ça, c'est un projet peut-être à moyen terme, mais en tout cas qui me motive beaucoup. Alors, c'est formidable parce que tu as répondu à 2 questions en une, puisque l'autre question, c'était as-tu des projets en famille? Donc, tu as parlé du Groenland. Je pense que la personne voulait aussi dire est-ce que tu as un projet d'expédition en famille? Alors, ça dépend comment tu veux faire le Groenland, mais j'imagine que pour les aurores boréales, il n'y a pas besoin de tirer une poulka de 80 kilos. Non, et après, moi, j'oblige personne dans la famille. Sophie, ma femme, elle préfère le chaud. Je sais qu'il y a quelques gazelles là qui sont connectées. Et donc elle, voilà, si le rallye se fait, là, elle devrait faire sa 6e participation au rallye des gazelles. Donc voilà, on a à un moment donné un truc. Heureusement qu'on est en France, on est en zone tempérée. Donc tu vois, tu as le froid ici, puis après, tu as le chaud. Donc on est en France, on arrive à trouver un. Mais voilà, après, c'est un terrain d'expression pour chacun, chacune, et pas d'obligation de dire oh, les filles, vous allez faire de la montagne, il faut faire de la montagne, il faut faire comme papa. Hein, donc après, voilà, c'est peut-être plutôt des logiques de voyage, de découverte, et elles se feront leur propre idée et elles construiront leur propre projet, en fait, en fonction de ce qui les motive et ce qu'elles ont envie de découvrir. Allez, dernière question, Jérôme, bon, qui n'est pas la plus simple d'ailleurs. C'est François qui demande avec du recul, est-ce que tu es à l'aise avec ton bilan carbone? Non. Non, il faut le dire tel quel. C'est vrai que pour aller, tu l'as montré avec la carte du monde, hein, pour y aller là-bas, je ne suis pas parti ni à la voile, ni en kayak, ni rien. Donc, effectivement, tu prends un avion, hein, donc c'est juste pas le moyen le plus économe sur le rejet de CO2. Après, il y a eu les compensations carbone à chaque fois. Hein, donc, voilà, sur chaque projet, on met en place ces compensations. Pour autant, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que selon ces milieux, il y a un vrai respect de l'environnement et avec des règles très précises selon les environnements sur lesquels on est. Quand vous êtes sur le maquiné, bon, il faut redescendre ses déchets, c'est checké par les rangers. Pareil, les excréments sur la Concagua en Argentine, tu redescends avec. Quand tu es au pôle Sud, on a laissé tous les emballages et tout ça sur le continent. Et sur le dernier degré, c'est pareil, tu gardes les excréments avec toi et tu les ramèneras donc sur le continent. Donc tu as une conscience qui est intéressante, c'est que tu as une conscience du milieu. Enfin, je veux dire, quand tu es dans un milieu polaire, tu te dis, si je laisse tomber une miette de gâteau, ça se trouve dans 200 000 ans, enfin, soyons optimistes, tu as un scientifique qui va passer et puis qui va analyser ça et dire « Ah, qu'est-ce qu'ils mangeaient il y a 200 000 ans, les hommes ?» Ça reste, en fait. Hein. Et donc, quand on a fait, par exemple, le mont Vinson en Antarctique, on mangeait et après, avec la balayette, hein, tu ramasses toutes les miettes sur la neige, tu fais fondre la neige pour ramasser effectivement toutes ces miettes et tu les ramènes après sur le continent. Donc, voilà, après, c'est des projets qui sont faits à pied. Et donc, du coup, voilà, avec l'énergie humaine. Le bilan carbone est négatif parce qu'il faut aller sur ces endroits-là. Donc là, non, je ne suis pas à l'aise avec ça, c'est clair. Jérôme, merci mille fois, écoute, d'avoir pris le temps d'être avec nous, de partager cette expérience incroyable. Je rappelle qu'effectivement, bon, c'est déclaratif, mais enfin, il n'y a sûrement pas beaucoup plus d'une centaine de personnes qui ont mené à bien un tel projet. Donc, merci à toi, encore bravo, félicitations. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à 19h40. Et donc, on vous retrouve dans 15 jours. Bonne soirée. Merci.